On fait faire des petits travaux à la maison cette semaine, un demi-mur. Puis il y a quelqu'un qui vient faire ça, quelqu'un de très, très talentueux. Puis là, quand ma blonde rentre, je dis ouais, ben là, aujourd'hui, on a arraché, aujourd'hui, on a posé ça, aujourd'hui, on a. Évidemment, on ne peut pas exclure davantage la personne qui parle. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis pas capable de ne pas prendre possession de ce travail-là. Moi qui suis pas très, très habile. De mes mains. Ouais, mais t'es impliqué dans le projet, c'est toi qui paye. Puis je check ça, là. C'est ça. Je check ça, là. Contre-maître. Ouais, supervise. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ouais, c'est bon, ça. Ouais, on va faire. Ouais, c'est une bonne idée, on va faire comme ça. Alors, je me demandais, vous autres, êtes-vous, si, mettons, j'ai besoin de faire autre chose, Marc-Antoine? Moi, je t'appelle. Et moi, je fais un autre appel. C'est comme t'appelles Martin? Moi, je peux venir superviser avec toi. les trois dans le cadre de porte. Je pense que c'est pour ça qu'on est dans un cubicule à parler de hockey. C'est ça, hein? Ouais. Ben, remarque, l'un ne devrait pas empêcher l'autre, mais non, c'est ça, il n'y a pas de... Gaston non plus. Gaston, je le connais, puis j'ai pas besoin d'y demander non plus. Non. Il pourrait pas nous aider non plus. Ah, OK. Fait qu'on n'a pas de ressources à l'interne. Pas de ressources manuelles. À ce niveau-là. Non, pour, tu sais, de plomberie, électricité, même juste pose de gogos. Ah ouais. Écoute, même juste un meuble Ikea a raison de moi. Oh, OK. Ouais, c'est peut-être moi le... Parce que moi... Tu sais, les meubles Ikea, il y a des... Il y a des modes d'emploi qui sont... c'est fait avec des graphiques. Des petits dessins qui n'ont pas de... Il n'y a pas de mots. Universel, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, et finalement, c'est comme si à la fin, le dernier bonhomme, il me regarde genre, je t'ai pogné. Tu fais rire de toi par le dessin des par le bonhomme des... Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas drôle. Parce que j'ai pas été capable d'assembler le clou ou... Mais moi, j'ai quand même réparé une toilette la semaine passée. Fait que c'est peut-être moi le manuel du groupe. Et ça, c'est un indicatif de quelque chose. Ah, d'accord. Bon, j'en prends bonne note. Ben, on part en force, là, aujourd'hui. Là. Oui. Ben, écoute, non, mais on échange, là, on partage. Oui. On partage des choses. Puis là, mine de rien, on va peut-être avoir des messages des gens qui vont nous dire « Hey, si vous avez besoin... » C'est des gens qui nous écoutent, des auditeurs, des auditrices. Ça va être bon pour nous. On pourrait se former un groupe d'entraide. Notre Rolodex, oui, c'est bon, ça, exactement. Les Renault, c'était l'été prochain. OK, bon, allons-y. Parlons des rénovations du Canadien. Et là, ça, par exemple, ça, pour être assis dans le cadre à côté dans le cadre de porte, ça, on est bon pour ça. Ouais. OK, aujourd'hui, à mi-chemin du camp, est-ce de la panique que je vois poindre à l'horizon? Et il faut qu'on parle de choses vraiment sérieuses. C'est tellement hockey, épisode 426. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Bonjour, Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Marc-Antoine Godin. Bonjour, Marc-Antoine. Bonjour, les garçons. Je m'appelle Alexandre Coupal. Jusqu'à date, je peux dire que, tu sais, on a du gros engagement. Ce soir, c'était moyen, tu sais. C'est soit sûr que c'est une fois, tu sais, que tu continues pas à répéter ça, là, tu sais. Voilà, c'était moyen. Cela dit, j'écoute Martin Saint-Louis parler, ça c'était tout de suite après la défaite contre les Maple Leafs, 3e match préparatoire de ce camp d'entraînement. C'est des matchs plates depuis le début. Est-ce que c'est toujours aussi plate, moi qui n'ai pas de mémoire? Est-ce que c'est toujours aussi plate ou c'est plus plate, ces 3 matchs-là? Parce que bon, les gens, là, ils ont 7-2 contre l'équipe C des Maple Leafs, d'accord, là, mais au-delà de ça, c'est dol, non? Les 3 matchs ont été plates. T'as jamais des matchs historiques, là. Habituellement, dans ce genre de match-là, ce sont les joueurs les moins talentueux qui se mettent en vedette. Qui donnent le plus gros effort, parce que ce sont eux souvent qui se battent pour un poste. Puis les vétérans ont assez d'expérience pour moduler leur effort en se disant, bon, tu sais, on essaie de retrouver un certain synchronisme, là, mais il n'y a personne qui veut sortir de là avec un pied fracturé ou une dislocation de l'épaule. Fait que tout le monde... On joue, c'est formaté d'un certain sens, mais quand même, hier, c'était extrêmement décevant. Le thème du camp d'entraînement, le thème que Martin Saint-Louis a donné au camp d'entraînement, c'est il faut montrer un sentiment d'urgence, il faut se préparer pour être prêt à ouvrir la machine dès le premier match. On ne veut pas répéter ce qui s'est passé la saison dernière.
Et C'est pas ça qu'on voit. C'est absolument pas ça qu'on a vu hier dans ce match. Pas hier, c'est ça. Ben, c'est pas ça qu'on voit non plus. Dans les 2 premiers matchs, là, je veux bien croire que les résultats ont été moins catastrophiques. Il n'y a pas eu de... Contre les Pingouins, il y a eu les 2 premières périodes n'étaient pas très bonnes, mais contre les Phillies, ça a été un... Ouais. Les Phillies, j'ai la tête au baseball. Contre les Flyers... Hey! Arrête ça tout de suite. Contre les Flyers, c'était un bon match intense, là, un bon match pré-saison avec l'intensité. Il faut dire que l'histoire des frères Jacky, je pense, a dominé la semaine en termes de trame narrative intéressante. Mais effectivement, il y a une espèce de petit paradoxe entre le message qu'envoie Martin à propos du sentiment d'urgence, puis le fait que traditionnellement, les joueurs établis de la Ligue nationale prennent le camp d'entraînement pour s'assurer d'être prêts. Ouais. En vue du premier match. Ouais. Fait que je sais pas si normalement peut-être qu'ils s'attendraient à ce que ces réguliers et ces vétérans soient plus la pédale sur l'accélérateur dès le jour 1. Mais on le sent pas nécessairement. Il y a encore beaucoup de choses qui sont un peu troubles. Puis le fait que... Mais de toute façon, la première semaine du camp d'entraînement, c'est à peu près toujours ça. On a tendance à l'oublier d'une année à l'autre. Ben, d'où ma question, c'est ça. Il n'y a aucune constatation, aucune conclusion ferme qu'on peut tirer de la première semaine d'un camp d'entraînement année après année. C'est à partir du moment où les formations sont réduites, où les joueurs finalement qui vont rester et à qui on va donner des matchs additionnels contre de la meilleure opposition, s'ils se distinguent dans ces matchs-là, bon, à ce moment-là, on peut commencer à parler. Mais le fait, par exemple, que le Canadien ait été complètement déclassé par l'équipe C des Maple Leafs, ça ne dit rien sur la saison à venir de Nick Suzuki, là. Absolument rien. Alors, c'est un peu... ça rend l'exercice un peu futile jusqu'à un certain point parce que... Et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles on ajoute 2 matchs réguliers au calendrier, mais on en soustrait 2 préparatoires parce que en réduisant le calendrier à 4 matchs préparatoires seulement, à compter de l'année prochaine, bien, ça va faire en sorte que chacun de ces matchs-là va impliquer des joueurs de la Ligue nationale qu'on veut vraiment préparer. Puis probablement que chacun de ces matchs-là va être pris un peu plus au sérieux. Mais Martin, je le comprends d'avoir été déçu parce que là, il a envoyé un message au quotidien, ça semblait être bien capté, mais mystérieusement, tout le monde a lâché, comment je pourrais dire, a quitté le navire hier. En même temps. Craig Berube, l'entraîneur des Maple Leafs, avait des propos intéressants après le match. On lui a demandé si c'était plus facile d'obtenir un effort soutenu dans un match pré-saison avec une équipe composée de joueurs moins talentueux par rapport à quand les super-vedettes de l'équipe sont en uniforme. Et il a dit, honnêtement, je pense que oui. Il a dit, regardez, ce soir, on avait juste des travaillants, on a travaillé. C'est arrivé aux Maple Leafs lors de leur premier match préparatoire. Toutes les super-vedettes étaient en uniforme contre une équipe un peu moins aguerrie des Sénateurs. Ils ont perdu. Fait que il disait, Berube, les gros canons des équipes, quand tu les places dans un match pré-saison, ils jouent pas mal. Les patrons de jeu puis tout ça sont corrects, mais il n'y a pas le même engagement parce que ces gars-là savent que bon, la barrière va lever un peu plus tard, que la saison va être longue, etc. Alors, je trouvais ça intéressant parce que hier, tu avais les 2 premiers trios du Canadien, tu avais une des 2 premières paires en défense, puis de l'autre côté, Steven Lawrence puis Scott Laughton au sein du premier trio, ce sont des gars de 4e trio, de bas d'alignement, puis ils ont récolté 7 points les 2 ensemble. Fait que... Non, c'est intéressant. C'est ça. L'état d'esprit peut pas être le même quand tu es un joueur établi versus quelqu'un qui veut faire sa place. Là. Historiquement, c'est pas ça qu'on a vu. Fait que l'entraîneur a beau vouloir l'encourager chez ses joueurs réguliers. C'est un petit peu... c'est un peu difficile. Contre-intuitif. Oui, c'est exact. Mais là où c'est problématique, c'est que tu avais la moitié de l'alignement du Canadien qui était composé de gars qui sont censés se battre pour des postes. Puis, il n'y a pas eu beaucoup de flamèches non plus de ce côté-là. Non. Ça c'est décevant pour un entraîneur. Oui, parce que c'est ça, il n'y avait pas que des joueurs établis du côté du Canadien. Bon, ben, observons ça. Qui vous a le plus déçu? Non. Mais qui
Je sais que Philippe Méchard a été... Martin Saint-Louis en a parlé en bien. C'était pas mal le seul. On Chez les jeunes joueurs, on s'entend que Méchard n'est pas... je pense pas qu'il est dans le top 5 là, pour une place éventuelle. Non, mais ce qui est intéressant avec Méchard, c'est qu'au moins, il se repositionne pour être un espoir. T'sais, faire en sorte de dire, ne m'oubliez pas. J'existe. N'abandonnez pas sur mon cas tout de suite. C'est sûr que quand tu regardes la façon dont toute sa carrière s'est passée depuis le moment où il a été repêché par le Canadien, c'est pas hyper encourageant. Il y a eu des bons moments, surtout en début de saison l'année dernière avant de se blesser avec le Rocket de Laval. Mais là, c'est que s'il comprend qu'est-ce que ça lui prend pour pouvoir avoir du succès dans le jeu nord-américain, puis qu'il commence à exploiter sa vitesse comme il faut, peut-être qu'à un moment donné, il va se replacer dans l'échiquier à une position plus favorable. C'est sûr que là, c'est pas un des candidats, je pense, à rester ou à décrocher un poste avec le Canadien en début de saison. Mais au moins de savoir que on le remarque, c'est déjà très, très bien. Absolument. Mais sinon, il y a, Florian Jacquet, les fans veulent le voir à Montréal. Ça a été épouvantable hier. Comme je disais tantôt, ça a été une belle histoire avec son frère mardi. Mais face aux Maple Leafs, ça a été extrêmement difficile. Puis il reste, le kid, il lui reste des croûtes à manger au plan défensif. Il lui reste des croûtes à manger au plan de la discipline, de savoir quels sont les moments pour pouvoir sauter sur un adversaire puis pas mettre son équipe dans le trouble avec des pénalités qui n'auraient pas lieu d'être. Quoique, il y a une pénalité qui a écopé qui... On dirait que c'est parce qu'il s'appelait Jacquet qui a été envoyé au cachot, là. Mais c'est pas un produit fini encore. Moi, j'ai une grande confiance en Florian Jacquet. Je suis pas mal certain qu'il va rendre de bons services aux Canadiens, mais c'est juste patience. Mais moi, j'avais hâte de voir jouer ce trio-là. Hier, Jared Davidson avec Jacquet et Luke Tuch. Et écoute, l'adversaire a obtenu 9 tirs pendant que ce trio-là était sur la patinoire. Et ce trio-là a obtenu... en fait, Jacquet en a eu un à 5 contre 5. Ils n'ont pas été crédités de ce tir-là dans Natural Stat. C'est dommage parce que... Mais ils ont été... Ça a été difficile. Ouais. Puis Jacquet, c'est un gars qui est fort le long des bandes. Il protège bien la rondelle. Il a un bon physique. Je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à faire sur son explosivité, sur son patin, tout ça. Il y a des belles qualités. Tous les gars qui ont eu des statistiques semblables aux siennes dans la Ligue américaine à leur année recrue ont joué dans la Ligue nationale la saison suivante. Ils ont joué des matchs dans la Ligue nationale, pas tous une saison complète. Mais ça a été une performance très décevante hier. Tu n'as pas beaucoup de temps pour te mettre en valeur dans un camp d'entraînement. Puis quand tu pars avec un préjugé favorable, il faut que tu sois capable de transporter ça. Que tu le traies jusqu'au sang. C'est ça. Et écoute, c'est très décevant. Mais en même temps, philosophons un peu. Parce que, moi, j'entends, mettons, Joshua Roy, il est en train de ne pas saisir sa chance, entre guillemets. Là, on parle de Jacquet qui, c'est ça, hier, a peut-être pas profité de son momentum là, dans l'opinion publique et organisationnelle. Mais tu sais, veux pas, là, je veux dire, c'est un match, c'est un soir, tu joues avec des gens, des gars avec qui tu joues pas d'habitude. Tu sais, c'est un peu ingrat aussi, non? C'est parce que, surtout quand tu affrontes une équipe qui n'est pas de haut calibre, on dirait que c'est comme si tu peux juste perdre des points. Au lieu d'aller en gagner, il va falloir qu'en tant que jeune joueur qui aspire à un poste dans la Ligue nationale, avant de démontrer que tu es capable de tirer ton épingle du jeu face à une équipe complète de la Ligue nationale, au moins distingue-toi face à une équipe de ce calibre-là. Alors, c'est ça qui est ingrat, parce que quand ça n'arrive pas après ça, ça met en doute finalement leur capacité réelle à pouvoir se distinguer à l'échelle de la Ligue nationale. Sauf que les équipes au camp d'entraînement ont tendance à envoyer sur la route des équipes médiocres et à garder leurs bons joueurs à domicile. Le Canadien, je pense, ne fera pas exception. Fait que quand il va rendre lors du match retour face aux Maple Leafs samedi, on risque de voir beaucoup de jeunes joueurs qui se battent pour un poste, puis là, ils vont être envoyés dans la mêlée contre les Matthews, les Nylander, la fosse aux Lions. Exactement. Puis qui gagnent, qui perdent, c'est pas important. Mais comment tu réagis ils vont jouer, face à ce type de compétition-là? Alors,
oui, c'est décevant le résultat de jeudi, mais en même temps, ça peut fouetter ces jeunes-là pour dire, OK, là, je me retrousse les manches, puis je sais ce qui m'attend samedi, puis dans le fond, un joueur qui va se distinguer demain, ça va être plus significatif qu'un joueur qu'on n'a pas vu hier. Exact. C'est beau, ça. Distinguons-nous demain. Oui. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a C'est dit les, après? ça, c'est et nous oublierons notre passisme d'antan. OK. Ça, c'est les procrastinateurs unissons-nous demain. C'est ça. Les héros de demain. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain? C'était l'entrée en scène du mystérieux Kirby Dach. Mm-hmm. Et j'ai trouvé bien, moi. Évidemment, dans le contexte, là. Correct. Mais pour un gars mystérieux, là, j'ai trouvé qu'il avait l'air d'un joueur de hockey. Oui. C'est écoute, je trouve qu'il a fait meilleure figure qu'au début du camp d'entraînement l'année dernière. Ouais. Fait que ça, c'est encourageant. Son état d'esprit est meilleur. C'est plate que le reste de l'équipe ne se soit pas présenté dans un match où je pense que le match est peut-être plus important pour lui que pour bien d'autres. Ouais. Il y avait une valeur symbolique derrière ça. Mais je continue de trouver que c'est un trio qui est dysfonctionnel. Et là. On en demande beaucoup à chacun on en demande beaucoup à Demidov pour dire, ben là, finalement, tu vas être celui qui va créer de l'étincelle au sein de ce trio-là, ou qui va être peut-être le gars qui va être le fabricant de jeu, le meneur de jeu en début de saison, en attendant que Dach ait retrouvé son rythme. On attend de Dach qu'il devienne un joueur de centre responsable qui va être efficace sur 200 pieds. On attend de Laine qu'il soit autre chose qu'un spécialiste, puis qu'il soit aussi, lui aussi, plus fiable. Mais c'est encore un peu un cercle qui veut rentrer dans un carré, là. Ouais. C'est un peu difficile. Ouais. Je reviens avec l'image de la semaine dernière. Écoute. L'espérance de survie de ce trio-là est aussi bonne que l'espérance de vie d'une balle de neige en enfer. Et ça ne marchera pas, là. Disons les choses. Non, mais disons les choses comme elles sont, ça ne fonctionnera pas. Une recrue comme Demidov devrait être flanquée de 2 vétérans fiables qui vont exploiter son talent offensif puis compenser pour les failles défensives ou les problèmes d'adaptation normaux auxquels il va faire face. Ouais. Puis là, tu as un gars qui revient, qui a presque pas joué dans les 2 dernières années, qui revient de 2 blessures au genou, qui pivote un centre avec un ailier, Patrick Laine, qui est pas responsable défensivement, qui a tendance à être nonchalant, puis d'une recrue qui fait ses débuts dans la Ligue nationale. Écoutez, il faut, à un moment donné, là, je pense pas que Martin Saint-Louis doit continuer à perdre du temps au camp d'entraînement en poursuivant, en tapant sur le clou de cette expérience-là. Il faut trouver quelqu'un pour jouer avec Dach et Demidov, puis tout en essayant de vérifier si Dach est capable de tenir le coup. Fait que c'est pas... On a passé l'été à se demander si le Canadien avait un deuxième centre en disant que ça constituait un problème, mais là, moi, c'est pas tant Dach le problème. Ben, Dach est un point d'interrogation, mais Patrick Laine, c'est un problème. Alors, est-ce qu'il y a un deuxième trio? Parce que aux côtés de Dach et Demidov, tu pourrais mettre un assortiment de joueurs qui pourraient faire un travail intéressant. Zachary Bolduc, entre autres. Tu te retrouves avec 2 très jeunes c'est pas joueurs un vétéran, sur un deuxième trio. c'est ça. Non, c'est pas un vétéran, mais c'est qu'on cherche en même temps des joueurs qui sont responsables, qui vont pouvoir aussi rajouter du dynamisme. Parce que moi, mon point l'année dernière à propos de Dach et Laine ensemble, c'est que Laine ralentissait la cadence de jeu de ce trio-là, puis Dach a besoin d'avoir des gars qui, sur ses ailes, vont lui en donner des ailes. Ah, c'est beau, ça. Moi, je pense que peut-être la solution, c'est Anderson. Il va peut-être falloir démanteler le trio de Evans, Anderson, Gallagher. Anderson, sur ce trio-là, ça prend quelqu'un pour aller chercher la rondelle. Ça prend en échec avant. Il n'y a personne pour aller chercher la rondelle dans le fond. Puis c'est pas Patrick Laine qui va être c'est pas Demidov non plus. L'attaquant F1 pour aller chercher la rondelle. Ça prend quelqu'un aussi pour faire en sorte que Demidov il soit respecté sur la patinoire. Il faut que
faut que quelqu'un prenne soin. Demidov, ça fait 2 fois en 2 matchs qu'il se fait pincer très solidement, puis les équipes n'ont pas l'air à se gêner trop tôt. Fait que, on comprend que Anderson, c'est pas tout à fait un joueur de deuxième trio, mais est-ce que on sait que Patrick Laine, ça n'en est pas un non plus. Là, alors, mais il faut essayer d'encadrer Demidov pour que lui soit dans des conditions optimales. Puis, écoute, ça prend quelqu'un pour aller chercher la rondelle, ça prend quelqu'un qui joue nord-sud, puis qui a de la vitesse, qui va apporter quelque chose, qui va créer de l'espace. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas ce trio-là capable de survivre ou de tirer le Canadien vers le haut. Donc ça, c'est un problème. Hein? disons ça comme ça. Si jamais on trouve une solution, que ce soit Anderson, Bolduc ou quelqu'un d'autre, encore faut-il replacer Patrick Laine sur un autre trio. Ouais. Puis bonne chance. Bonne chance. Ouais. C'est pas évident. Je sais que... Ben, moi, c'est ça. C'est bien plate, là, mais il me semble que la meilleure solution, ce serait... comment dire, je ne veux pas être trop frontal, là, mais qu'il ne soit pas là. qu'il ne soit plus là. Il n'est plus là. Ce serait ça la meilleure... Puis je suis pas en désaccord avec ce que Marc-Antoine dit au sujet de Bolduc. C'est juste que je trouve que pour commencer la saison, avec un gars qui arrive à Montréal, qui est à sa 2e saison dans la Ligue nationale, puis une recrue, je commencerai avec Anderson. Puis aussitôt que Bolduc, puis si Bolduc prend ses aises, puis il se met à jouer comme il a joué en 2e moitié de saison avec les Blues de Saint-Louis, bien là, go, ça te donne des options comme entraîneur. Mais je pense pas que Patrick Laine fait partie de ces options-là. Et je me demande... C'est pas des nonos, les dirigeants du Canadien. Là. Ils voient ce qu'on voit et même plus parce qu'ils ont accès à toute l'information. Je me demande encore jusqu'à quel point ce trio-là, c'est pas juste été formé par respect parce que c'est un vétéran qui gagne 8,7 millions. On essaie de le faire bien paraître. On lui donne de la corde pour pouvoir dire, écoute, là, mon vieux, t'as commencé le camp, t'as rien à dire, on t'a donné les chances, puis ça fonctionne pas. Là. Fait qu'on a une équipe à faire fonctionner, puis il va falloir qu'on me déplace. Mais c'est depuis la première minute, pas mal évident, puis je pense qu'ils sont très conscients de ça. Et il y en a été question ici sans arrêt. Continuellement. Oui, c'est ça. Puis dans tout ça, Alex Newhook, on a le poste de 2e centre a été donné à Kirby Dach sans qu'il ait l'occasion de se justifier pour ce poste-là lui-même. On l'a assigné à des responsabilités plus défensives pour l'instant. Mais Newhook est capable de jouer à l'aile aussi. Alors, est-ce que jouer au centre au sein d'un trio défensif ou encore jouer à l'aile sur un trio offensif, peut-être que c'est à choisir entre les deux. Peut-être il peut rendre des services ailleurs aussi. Oui, puis même peut-être, parce que je suis content que tu parles de Newhook, c'est là que je voulais aller. Je lisais... je lis trop, comment dire, je suis pas capable de m'en empêcher. Alors, je lis en entier... Kierkegaard, Oui, c'est ça. Guerre épais. Mathias Brunet fait tous les mercredis un genre de chat là, avec les gens, puis je le lis tout. C'est comme, bon. Puis il y a un internaute qui a écrit est-ce que... Nommez-moi un ailier qui a eu du succès avec Alex Newhook au centre. Puis j'étais comme, hey, bonne question. Tu sais, moi, c'est ça. On a décidé de mettre Dach au centre du 2e trio, de mettre Alex Newhook pour piloter ce qui serait un 3e trio au centre également. Moi, ça, c'est il y a eu seulement un match, là, mais au-delà de Laine, au-delà du 2e trio, puis ça, les postes à prendre. Moi, ça, c'est le truc aussi sur lequel j'accroche en cette première semaine du camp d'entraînement. T'sais, là non plus, je suis pas sûr que le casting est bon. Mais le Canadien a eu ses meilleurs moments des 4 dernières années, des 3 dernières années. La saison dernière, quand Newhook était au centre. Oui, mais c'est pas lui qui faisait... C'est Suzuki qui tirait mais il y a quand même... Le Canadien a eu une fiche nettement gagnante quand il occupait ce poste-là par rapport à quand Dach était là. Comme 2e centre. Ouais, c'est sûr que si on le compare à Dach, c'est avantageux. Enfin, la séquence est avantageuse, là, mais c'est pas Laine n'a pas eu de succès tant que ça à 5 contre 5 avec Newhook comme joueur de centre. Non. Avec qui il va avoir... La réponse de cet intervenant-là. Alex Newhook, quand il était au centre, il y a 2 ans, il a terminé la saison sur un trio avec Yoel Armia puis Brendan Gallagher. En tout, ils ont joué 137 minutes à 5 contre 5 ensemble.
Puis ça avait très bien été. Ils avaient marqué 12 buts. Ils s'en étaient fait marquer 7. En termes de buts attendus, en termes de ratio de lancer, tous les indicateurs étaient favorables. Puis ça a été les meilleurs moments de Newhook au poste de centre. C'était dans un rôle de soutien. On parle ici, là, c'est des joueurs plus de profil troisième trio. Ouais. Mais il y a pas... C'est pas comme s'il a démontré qu'il était incapable de jouer à la position de centre. Sauf que là, on l'a cantonné dans un rôle pour le début du camp. Puis, soit que c'est à lui de justifier que je vais vous montrer que je suis plus que ça, ou encore simplement tentons des expériences et donnons-lui la chance de se faire valoir en lui flanquant des joueurs à caractère plus offensif. Mais encore là, Bolduc, je pense qu'il va tirer son épingle du jeu aussi. Mais je trouve que le trio de Suzuki fonctionne bien, il est bien équilibré. Martin Saint-Louis tient quelque chose. Le trio d'Evans est bien équilibré. Martin Saint-Louis tient quelque chose. Les deux autres unités, on dirait que à partir du moment où tu gardes deux trios intacts, les 6 autres joueurs, c'est difficile de trouver des combinaisons qui soient bien équilibrées puis qui fassent en sorte que ça va donner les résultats que tu cherches. T'sais. On dirait que soit qu'il manque de l'aide extérieure ou encore qu'il faut accepter de jouer d'aller chercher, de défaire un des deux trios auxquels tu ne veux pas toucher pour pouvoir explorer des combinaisons qui, cette fois-ci, fonctionneraient bien. Parce que pour l'instant, c'est ça, c'est un petit peu dysfonctionnel. Newhook, dans un rôle plus défensif, ça peut fonctionner. Puis je pense que, tu sais, mettons que tu ferais Bolduc, Newhook, Beck pour commencer la saison, ce serait correct. Y a pas, je pense pas que c'est pas un trio qui ferait mal aux Canadiens. Ce serait peut-être un trio où il se passe pas énormément de choses, mais je pense pas que c'est un trio qui ferait mal aux Canadiens. Mais sauf que tu dois absolument t'immuniser contre le fait que le deuxième trio, le trio qui doit, d'une part, soutenir celui de Suzuki pour faire en sorte que la responsabilité de l'attaque retombera pas seulement sur les épaules de Suzuki, et aussi le fait que si tu veux les utiliser à 5 contre 5, ils ne peuvent pas te coûter cher match après match au plan défensif. C'est important que ce deuxième trio-là fonctionne. Ton jeune joueur le plus important est sur ce trio-là. Il ne faut pas lui attacher une enclume à la cheville. Oui. Et là, pour l'instant, c'est à ça que ça ressemble. Malheureusement, j'ai pas l'impression que c'est un camp où on va faire des essais. Tu disais, ça marche pas, Martin, il faut faire quelque chose. Je vois pas des essais poindre à l'horizon. J'ai l'impression qu'on va, va les garder ensemble, les trois, puis qu'on va commencer l'année comme ça. Il n'y a pas de coupures qui ont été faites encore. L'alignement n'a pas été resserré, mais écoute, je pense pas que... Je pense pas qu'il y ait 4 trios qu'on a vus au camp qui aient démontré qu'ils sont immuables. Alors, Martin Saint-Louis fait des expériences, il regarde ça, mais écoute, c'est sûr que ça va bouger. C'est impossible que ça reste comme ça. Puis tu peux pas aussi commencer un camp d'entraînement en disant la ligne de conduite, c'est il faut qu'on soit minutieux et qu'on soit impeccable au niveau de l'effort à partir de la première minute d'entraînement et durant tout le camp parce qu'on veut que ça parte fort. Puis pas réagir. Tu sais, Patrick Laine, c'est très difficile. C'est le temps de faire des expériences. On est dans la période où c'est important de faire des expériences puis voir qu'est-ce qui peut fonctionner ou pas. Oui, parce que ça va bouger. Là. Parce que quand on parle du deuxième trio puis d'une enclume puis ça ne pourra pas durer, je pense que c'est pas nécessairement... Moi, personnellement, je ne pointe pas du doigt de Kirby Dach qui a joué hier son premier match depuis le 22 février. Moi, je trouvais qu'il patinait bien. Il m'a impressionné. Oui, c'est ça. Je pense qu'il va être correct, là. Mais sauf que, tu sais, Laine est censé être arrivé dans le meilleur état d'esprit, les meilleures dispositions qu'on pourrait lui connaître. Vous allez voir la meilleure version de moi-même. C'est pas si vous allez voir. Je vous assure, vous allez... Tu sais, il a beau être... Entre les deux oreilles, ça va bien. Il est en santé physiquement. Mais est-ce que ça lui permet, tout ça, de prendre de meilleures décisions sur la glace, d'être suffisamment actif pour ne pas se faire voler la rondelle 3 fois sur 4 à la ligne bleue parce qu'il ralentit ou qu'il ne regarde pas quelqu'un qui arrive pour mettre de la pression sur lui puis lui subtiliser la rondelle? La réponse à date, c'est non. Non, c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix de... Comment dire? Je dirais qu'il faudrait qu'il ne soit pas là. Ça n'arrivera pas, ça. Non, il va être là. Bon, OK.
On avait cette conversation-là tous les trois sur la passerelle hier avec l'ami Gascon. Honnêtement, c'est un problème. Et c'est incroyable le contraste. Là. On revient à la même date l'année dernière. Lainé s'était fait blesser un genou dans un match pré-saison contre les Maple Leafs. C'était la catastrophe nationale. Que va-t-il arriver avec le Canadien? Quand il est arrivé, c'était un accueil héroïque. Il y a eu un impact en partant. Mais là, ça s'est étiolé. Les gens ont pu voir un peu la vraie nature. Puis, ça reste un athlète exceptionnel avec un tir exceptionnel, un spécialiste de l'avantage numérique. Mais pour le placer dans l'organigramme, là, en ce moment, c'est très problématique. Lors de notre discussion, j'ai comparé Patrick Laine à un frappeur désigné au baseball. T'sais. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Il sort à un moment donné, puis boum, il va faire son truc, puis OK. Puis il rentre après. Mais sauf que le hockey, c'est un sport d'action continue. Ça va un peu contre le principe. Tu peux pas l'asseoir avec le gardien substitut, puis non. On va t'appeler. Exact. Tu as besoin qu'il soit impliqué et utile à chacune de ses présences. Puis moi, je suis un peu inquiet. Par contre, si le Canadien réussit à avoir du succès cette saison, OK, là, j'extrapole. C'est bien mal parti, mais oui. Non, je voulais la placer. C'est ça. Je vais cocher. Tu voulais... comment? Tu voulais lancer le signal d'alarme. C'est ça, oui. Il est... Tu sais, je disais tantôt, tu peux pas laisser un gars comme Demidov, qui est une recrue, avec d'autres joueurs qui sont douteux défensivement, ou parce que là, ça devient une tâche trop grande à combler. C'est le genre de... L'aîné, c'est le genre de joueur, avec le talent qu'il a, il faudrait le placer avec deux gars extrêmement forts qui seraient capables de biffer ses lacunes défensives puis de l'exploiter offensivement. Écoute, t'as quoi dans le... Ça faudrait peut-être démanteler le trio de Suzuki et dire c'est toi qui vas jouer à la place de Caulfield. C'est toi qui vas jouer à la place pas de Caulfield, mais de Slafkovský, puis on va faire jouer Slafkovský ailleurs, mais Slafkovský, sur ce trio-là, il est très important parce que c'est lui, le gars qui rentre en premier, l'attaquant F1 qui fait l'échec avant puis qui prend de la place au fond de la zone offensive. Mais c'est ça, il faudrait... Idéalement, l'année, si tu veux pouvoir le faire jouer à 5 contre 5, il faut que tu fasses jouer deux gars qui sont très bons défensivement puis qui vont dire... Oui, mais les joueurs qui sont très bons défensivement, en même temps, tu vas leur demander des... Ils vont affronter de bons joueurs de l'autre côté. Ils vont commencer des présences en zone défensive. Puis ils vont être juste deux. C'est pas le profil de Patrick Laine. C'est ça. Ils vont être juste deux. Laine ne compte pas dans cette équation-là. Mais tu allais dire, Marc-Antoine, imaginons, parce que je t'ai coupé la parole et je m'en veux, mais imaginons que le Canadien a du succès. Oui. Puis malgré Patrick Laine. C'est incroyable. Okay. Ça va être ça. C'est le titre du balado, Jack. Non, mais regardez. Puis j'avais dit qu'on serait plus gentil, mais oubliez ça. Non, mais c'est pas méchant la conversation. C'est ça. Mais c'est que vous savez que là, à partir de cette année, il y a un plafond salarial en séries éliminatoires. Oui. Il faut respecter le plafond salarial en fonction des 20 joueurs qui sont sur la patinoire pour un match donné, non pas pour la formation de 23 ou même rendu en série, ça peut être plus que ça. Mais il faut que tu aies, cette année, c'est 95,5 millions, il faut que ton alignement que tu présentes sur la glace lors d'un match des séries soit inférieur à 95,5 millions. Le Canadien pourrait essayer d'engranger de l'espace sous le plafond salarial durant la saison, faire une acquisition et s'assurer de rester sous le plafond en arrivant en séries éliminatoires en laissant de côté Patrick Laine. En laissant quoi, excuse? De côté Patrick Laine et son contrat de 8,7 millions, tu comprends? Si jamais il est inefficace. Oui, mais ça, c'est s'il est toujours là. Moi, j'ai de la misère à imaginer... C'est comme si, la façon dont ça se profile, j'ai de la misère à imaginer que si ça continue comme ça, là, à moins que Patrick il nous montre finalement ces jambes dont tu nous as parlé, puis qu'il mette l'interrupteur. Mais je m'écoute parler, puis je veux pas verser dans la mauvaise foi, parce qu'on a commencé en disant que les vétérans prennent le camp d'entraînement. Comme un échauffement. Exactement. C'est correct. Puis c'est certainement pas, il ne faut pas tirer trop de conclusions, surtout de la première semaine de camp d'entraînement. Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de tirer des conclusions de la première semamen. Mais c'est juste que... L'échantillon surpasse. Ben c'est ça. C'est parce que dans son cas, c'est 9-10 ans. Il n'y a rien qui a changé. C'est ça l'affaire.
Puis on a besoin... Le Canadien, je pense, a besoin d'avoir la meilleure version de Patrick Laine. Puis pour l'instant, ça ressemble un peu à business as usual. Moi, j'ai trouvé que Mike Matheson a travaillé. J'ai trouvé que Messard, il y a eu des bons moments aussi. Moi, je peux pas dire qu'il y en a gros, là, mais c'est ça qui a sorti un petit peu pour moi. Bon, soyons... regardons les choses du bon côté. Philippe Méchard a été bon. Mike Matheson a été bon. Heureusement, parce que... Il a dit Mike Matheson a travaillé. C'est pas t'as raison, tu fais bien de me reprendre. C'est ça qu'il a dit. C'était... Oui. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il choisisse ce mot-là. Qu'il choisisse ce membre-là de cette paire-là. Mais... Ben Mike Matheson, quand même, en plus de marquer un très beau but, le Canadien avait 4 tirs à égalité numérique hier. Tu veux dire en première période? Non. Tu veux dire dans les 5 premières minutes de jeu? Dans le match, ils ont réalisé 4 tirs au but à 5 contre 5. C'est un peu plus qu'un par période. Mike Matheson en a 2. Es-tu sérieux, oui? C'est ça. Et là. Ça n'a pas été... Entre ça, puis à l'autre bout de la patinoire, Samuel Montembeault qui donne 5 buts sur 12 lancés, c'était pas chic, là. Non, puis même Fowler aussi n'a pas eu une grosse période, disons ça comme ça. Mais là, c'est ça. Dites-moi quelque chose de le fun, là. Qu'est-ce que vous avez trouvé le fun? Quelque chose de... Ben écoute, il est beaucoup moins ressorti que dans le match précédent, mais je continue de croire que Vincent Rohrer peut brouiller les cartes. T'as écrit là-dessus. Ouais, moi, je trouvais ça candide. Moi aussi. Candide? Ouais. Dans quel sens? Ben, il part de loin, là, Vincent. Là. Il y a du monde devant lui. Là. J'ai de la misère à imaginer. Je pense qu'il laisse une belle carte de visite. Mais c'est un des jeunes qui se distingue le plus. Honnêtement, moi, je pense pas qu'il va jouer avec le Canadien, qui va rester. Mais c'est un... Écoute, s'il reste pour l'autre semaine, il continue à être celui qui se distingue le plus comme ça. À un moment donné, Beck a été très bon. Là. J'ai hâte de voir Beck à son prochain match. Mais c'est un petit joueur horaire. Là. Il n'est pas encore... Il est quoi? On dit qu'il est 173 livres. Mais il est impliqué, il est intense. Il ne joue pas comme un gars de 173 livres. Il n'a pas peur de jouer avec la rondelle. Ouais. Il est en confiance. Sans la rondelle, en pression arrière, il est très efficace. Il est très alerte quand il est sur la patinoire. Son trio était bon hier. Son trio, c'est à garder la tête hors de l'eau hier. À un moment donné, il y a eu une pointe de vitesse. Il s'est promené, il a transporté la rondelle, il a foncé au filet, puis ça a créé une pénalité aux Maple Leafs. Il y a plusieurs candidats pour les 2 postes disponibles, entre guillemets, 12e et 13e attaquant. Il va falloir que quelqu'un se distingue, puis ce serait décevant que ces postes-là soient donnés par défaut à, mettons, des vétérans comme Blais ou encore Veleno, sous prétexte que les jeunes ne se sont pas suffisamment manifestés. Rohrer, pour moi, il se distingue davantage que Kapanen. Ouais. Mettons, il fait ce que Kapanen a fait l'an passé, à vrai dire. C'est le Kapanen de cette année. Ben, c'est ça. Mais sauf que Kapanen, l'année dernière, il a mérité le droit de commencer la saison à Montréal. Ils l'ont gardé pendant un petit bout de temps. À un moment donné, la réalité l'a rattrapé. Il est reparti en Europe. Mais toute sa trajectoire de développement la saison dernière, ça a été impeccable. Ça a été il n'y aurait pas pu y avoir un meilleur scénario pour le développement de ce joueur-là que la saison qu'il a vécue l'an dernier. Fait que si Rohrer est capable de faire la même chose, je ne dis pas qu'il serait à Montréal à Noël, là, mais sauf que s'il en montre assez pour mettre de la pression sur Kapanen, Beck et les autres, puis arracher un poste pour les premières semaines du camp, même si, à un moment donné, ça le rattrape et il montre qu'il n'est pas encore prêt, il repartira en Europe et ce ne sera pas plus grave. Beck et Kapanen peuvent être cédés au Rocket de Laval sans passer par le balotage, donc il n'y a aucune urgence de ce côté-là. Je ne sais pas s'il y a une équipe qui serait intéressée à Veleno ou à Blais si jamais eux passaient par le balotage. Il me semble que c'est des joueurs qui sont honnête, mais chaque équipe en a. Puis Blais a joué, il était dans la Ligue américaine l'année dernière aussi. Alors, puis Veleno, son contrat a été racheté. Alors, c'est ça. Pour moi, la course est grande ouverte,
Puis si on dit, ben Vincent Rohrer, ils peuvent pas le garder, il est trop petit, ben s'il est trop petit, il aurait pas dû le repêcher parce qu'il il grandira pas, là. Il n'y a pas de surprise là. Non. Il est 5 pieds 11, c'est pas... C'est qu'il est léger. Il est léger encore. C'est ça, ouais. Au niveau de la maturité physique. Mais plaçons-nous dans les chaussures des dirigeants du Canadien. Tu as l'équipe la plus jeune. Tu as une équipe plus jeune que l'année dernière. Le réflexe, ça va fort probablement être de prendre des gars, ceux qui sont appelés à boucher des trous, des gars qui ont de l'expérience de la Ligue nationale. Là, tu ne veux pas faire exprès. Blais, moi, je l'ai beaucoup aimé dans le match qu'il a disputé contre les Flyers. Là. Il était partout, il a frappé, il était bon en échec avant, il a eu des chances, en attaque, il était engagé. C'est un gars qui a quand même l'expérience. Il a 29 ans, là, c'est pas un gars de 35 ans qui est plus capable de placer un patin devant l'autre. Il a gagné la Coupe Stanley déjà. C'est 12e, 13e attaquant, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est parfait. Ouais. Puis Veleno, c'est un ancien client du directeur général. C'est un gars qui il a 25 ans aussi. Il patine comme un gars de la Ligue nationale. Il joue comme un gars de la Ligue nationale. Je pense que si on a le choix entre un gars qui débarque, qui a 21 ans, puis qui arrive de la Ligue suisse, puis Veleno, on va prendre le gars qui a l'expérience de la Ligue nationale. Puis s'il faut rajuster en cours de route, on va rajuster. Mais... On voit, en tout cas, la première semaine du camp nous montre qu'ils ne sont pas dans le trèfle aux genoux tant que ça pour combler cette année. Mais non. Moi, ce que j'aime beaucoup de Veleno et de Samuel Blais, c'est qu'ils n'ont pas 22 ans. C'est aussi niaiseux que ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs du même âge. On a beaucoup essayé d'assembler un noyau. On cabotinait avec ça. Là, il y a le repêchage de Caulfield, je ne me rappelle plus c'est quelle année, là, mais ils sont comme 5-6 à avoir été sélectionnés dans les 2 premières rondes avec le Canadien. Moi, je trouve que là, tu regardes ce camp-là, puis quand je parlais de candeur par rapport à Rohrer, c'est pas Rohrer, comment dire, c'est la situation que je trouve où je vois pas de débouché pour lui. C'est pas tant lui, plus que la situation où est-ce qu'il y a, c'est ça, ils sont comme 4 joueurs de 22 ans également dans cette compétition-là. Puis c'est un peu la dernière affaire que cette équipe-là a besoin. Là. Cette équipe-là manque de joueurs avec un peu plus de vécu, un peu plus costauds. C'est des cases que Rohrer ne coche pas. Ouais, mais en même temps... Mais ils ont besoin de gars qui veulent jouer et qui se distinguent là, dans les matchs, qui font bouger l'aiguille dans le bon sens. Oui, et Rohrer le fait c'est sûr, moi, exactement. Et c'est ça... Je reconnais ça, puis... je me dis que la façon dont il s'est comporté, ils vont probablement le garder un petit peu plus longtemps qu'il était prévu. Mais c'est ça. C'est pas un casse-tête facile. C'est pas un casse-tête facile à remplir. Puis on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui ont voulu s'emparer du témoin puis dire moi je sprinte jusqu'à la ligne d'arrivée puis je vais partir avec un emploi à la fin de ce camp-là. Non, mais c'est que c'est des gars qui... ça dépend aussi... Est-ce qu'on veut remplir une case spécifique avec des critères très particuliers? Par exemple, quelqu'un qui va jouer à droite sur le trio d'Alex Newhook. À ce moment-là, si tu es droitier, tu es favorisé. Si tu es capable de prendre des mises en jeu, tu es favorisé. Est-ce qu'on a besoin absolument d'aller chercher un joueur qui va jouer en infériorité numérique? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de l'expérience, de la robustesse? Quelle case? Il y en a plusieurs des cases à cocher. Ouais. Là. Alors, puis... Les différents candidats, il n'y en a aucun là-dedans qui coche toutes ces cases-là. Alors, il faut choisir qu'est-ce qu'on priorise. Puis moi, je trouve que là où la candidature de Rohrer est intéressante, c'est qu'il veut en maudit. T'sais. Puis à un moment donné, ultimement, là, le hockey, l'équipe qui veut le plus, c'est l'équipe qui gagne. Alors, je te dirais dans la vie, Marc-Antoine, celui qui veut le plus, c'est lui qui l'a. Fait que c'est vrai qu'il n'est pas le plus grand. Puis je pense que à terme, je le vois remplacer Brendan Gallagher au sein de cette équipe-là. T'sais. Mais j'ai déjà parlé à Mark Crawford, son ancien entraîneur à Zurich, qui disait ce gars-là, c'est Mike Keane. Il a déjà coaché Mike Keane au Colorado, puis il dit Vincent, c'est Mike Keane. Ben moi, peu importe qu'il soit 176 livres ou qui, avec le temps, en prenne quelques livres de plus, un gars avec cette approche-là au match, je le veux dans mon équipe parce que c'est pas seulement lui. Après ça, c'est que ça se propage, ça devient contagieux au sein de l'équipe. C'est vrai qu'il n'est pas le plus grand,
Mais à terme, Florian Xhaka, il va augmenter la carrure de cette équipe-là parce qu'un jour, il va jouer pour le Canadien. Ah! Et ça pour les statistiques, là, les mensurations en moyenne, ça va être bon. Ça va être bon. OK, bon, autre chose de le fun, Martin? As-tu quelque chose de le fun? Non, des choses de le fun, j'en ai pas. J'en ai pas. plus d'autres. J'en ai pas. Un petit mot sur la défense. Il y a quelques joueurs qui sont tombés au combat hier, mais je comprends Martin Saint-Louis n'avait pas l'air très inquiet. C'est ça, je comprends qu'il ne faut Non. pas s'inquiéter. C'est ça. Fait que Dobson et Goulet, blessure à l'aine, évaluation quotidienne. Il y a Ryan Backer qui pourtant était là en fin de match hier, qui lui a été ennuyé par quelque chose. Puis lui, il était sous évaluation hier. J'imagine qu'au moment où notre balado va sortir, on aura peut-être eu un petit peu plus de détails à son sujet. Ryan Backer a un petit peu mieux paru face aux Maple Leafs que lors de son premier match. Mais on voit moi, je trouve qu'il est encore loin de la Ligue nationale sur une base régulière. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la façon dont il est campé sur patin. Je trouve qu'il y a un certain manque d'équilibre. On dirait que des fois, là, ça revirevolte, puis il tourne, il pivote, puis il est en déséquilibre. Parfois, ça va un petit peu vite, mais il a bien entamé le match contre les Leafs. Je trouvais qu'il était un peu plus en confiance. Il avait l'air moins nerveux que lors de son premier match. Mais de toute façon, il va commencer la saison avec le Rocket de Laval, puis ça prendra le temps que ça prendra, parce qu'évidemment... comme le veut le cliché, il a besoin de répétition. Voilà. On a dit que Goulet et Dobson ont des blessures à l'aine, là, probablement. Quand, comme joueur de hockey, tu sens qu'il y a un petit problème dans cette région-là, tu es mieux de sortir rapidement puis d'y aller de façon préventive parce que ça peut durer longtemps, ces blessures-là. Les gars des Flyers disaient mardi que la glace était épouvantable au Centre Bell. Et j'ai parlé à un joueur des Flyers qui disait qu'il avait parlé à des gars des Pingouins qui avaient joué la veille, qui s'étaient plaints de la même chose. Ah ouais? Alors, je ne sais pas si les blessures à l'aine surviennent 5 fois plus au camp d'entraînement que durant la saison régulière. Parce que le niveau d'intensité, tout ça, même si les gars patinent depuis... Oui, puis ils sont un peu à froid. Là. Depuis longtemps. Mais ça, je me demandais juste si la qualité de la glace n'avait pas quelque chose à voir avec ça, parce que je me souviens pas des blessures à l'aine chez le Canadien pendant le camp d'entraînement. De mémoire, je me souviens pas dans les dernières années d'avoir vu ça. Non. Et 2 dans le même match. Il y a aussi la même journée. Il y a aussi que, ça, je salue le Canadien pour ça, c'est que c'est rare qu'on nous dit où le gars est blessé. Mm-hmm. Ils ont oublié. On l'a dit. On l'a dit. Est-ce que Dobson, c'est un cas de... C'est son camp d'entraînement, il prend ça relax, ou c'est un cas de coudon? Il n'est pas si... ça fait pas il fait pas une grosse différence. Ça fait pas une différence à 9,5 millions. Moi, honnêtement, je suis déçu de son début de camp. Mais là, c'est un vétéran. Il prend ça... C'est un vétéran, c'est un excellent défenseur qui est très bon pour faire circuler la rondelle. Quand cette transaction-là a été faite, j'étais le premier à dire les gens ne réalisent pas à quel point c'est une transaction qui va propulser le Canadien vers l'avant. Mais tu arrives chez le Canadien de Montréal à titre de plus haut salarié de l'équipe, ton premier camp d'entraînement, je trouve pas que c'est distingué. Mm-hmm. Hier, il y a eu un match... très peu étincelant, disons ça comme ça, les 2 périodes qu'il a jouées. C'est pas un joueur parfait. Défensivement, il y a des lacunes. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent que lui et Matheson, ça ne fonctionnera pas parce que les deux, défensivement, sont pas des merveilles. On verra à l'usage, mais moi, honnêtement, à date, je suis déçu de ce que j'ai vu de Dobson par rapport à ce qu'il est capable d'offrir. Ouais. Puis on compte tout ça en tenant compte du fait que c'est la première semaine du camp, ce sont des matchs préparatoires, les gars sont habitués de passer par là. Mais, je sais pas. Non, mais c'est le thème. On a parlé de Patrick Laine, mais c'est un peu le thème là, de cette première semaine. Il est supposé être le général, lui. Là. Il arrive et dire OK, les gars, c'est ça. Je me joins à vous puis je vais je vais aider à donner la bonne direction. On n'a pas vu ça. Non, effectivement. Par contre, Mike Matheson, on dit qu'il des fois, ça peut être difficile défensivement.
Je suis pas sûr que je suis d'accord avec ça. Le problème clair qui a été identifié chez Mike Matheson par le passé, c'est certaines prises de décision avec la rondelle où sa gestion du risque menait à des revirements, puis pouvait mener soit à des chances de marquer ou à des buts. Mais sa façon de défendre en zone défensive, moi, j'ai aucun problème avec sa façon de défendre en zone défensive. Il utilise très bien sa mobilité, puis peut-être qu'il va pouvoir réparer certaines erreurs de Dobson qui, lui, dans sa zone, est un peu plus limité. Alors, je suis prêt à laisser la chance au coureur au niveau de ce duo-là, qui est capable de s'assurer que le Canadien va avoir la rondelle plus souvent qu'autrement. C'est un intéressant pari. Peut-être que Gouli et Dobson, ça aurait pu faire un bon duo également, avoir Matheson avec Hudson. On verra peut-être en cours de route. Ça risque peut-être de se produire. Mais non, Dobson, depuis qu'il est arrivé, c'est pas la 8e merveille du monde nécessairement. Mais il est en train de s'installer, de prendre des aides. Il a été jumelé au trio de Demidov et Lainé. Tu sais, si on identifie, tu sais, le hockey se joue à 5 sur la glace, puis si tu as des joueurs qui ont des difficultés en avant, ben toi, en arrière, peut-être que tu vas être un peu... Tu vas subir les contre-coups de ces difficultés-là. Rappelons-nous que David Savard, ça avait été difficile quand il est arrivé chez le Canadien pendant... Le premier mois avait été un nouveau système de jeu. C'était un vétéran qui arrivait, qui avait gagné la Coupe Stanley, qui était reconnu pour sa fiabilité, puis il est devenu... C'est vrai. Il est devenu un personnage important dans cette brigade-là. Fait il y a peut-être cette transition-là aussi. Non, c'est un bon... Oui, c'est ça. Faut pas... c'est ça que c'est, là. Faut garder ça en tête. Ça pourrait être Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est vraiment fait ça. OnlyFans. Le tweet, le book, le gram. Question du public. Réseaux sociaux. Question du public. Réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, le camp est vieux d'une semaine. C'est le moment pour les conclusions hâtives. C'est ce qu'on a demandé, c'est ce qu'on vous a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. Malheureusement, je n'ai pas les réponses du TOC aujourd'hui, alors je m'en excuse. Mais sachez qu'il y a le TOC. Le TOC est là. La nouvelle entreprise américaine. Est-ce que c'est fait? Semble-t-il. Ah oui. Donc, quelle est votre conclusion hâtive au camp du Canadien sur le book? Michel, Hudson Gagnon-Norris, Suzuki le Selke, Montembeault le Vézina, Demidov le Calder et Martin Saint-Louis le Jack Adams, Caulfield le Connie Smythe. Hein, ça, c'est une belle conclusion hâtive. Comme on aime. Patricia, j'aime bien Florian Jacquet. Ryan Backer ne m'a pas impressionné. Marc Dionne, les séries ne sont pas garanties. Oh non, Marc! Oh non. Non. C'est après une semaine... C'est assez évident. Mario dit ils ne feront pas les séries. On verra. Et toujours sur le book, Mario qui dit... Mario... c'est pas le même. C'est pas le même Mario qui est hyper positif tout le temps, là? Ah, je sais pas. Là, c'est parce que j'ai deux Mario. OK. C'est comment... ton Mario positif... non, il est sur YouTube. Il est sur le Tube? Ouais. Ça, c'est Mario Melançon. Ah, okay. Trop hâtif. Sur le Gram, Adam dit « Noah Dobson ne vaut jamais son contrat de 9,5 millions, beaucoup trop cher payé pour un défenseur de deuxième ou troisième paire. » D'accord. Okay. Maxime, Florian Jacquet va être le deuxième centre du Canadien. Voilà, donc, quelques conclusions hâtives. C'est difficile. Non, c'est une semaine difficile. Hein? Parce que là, on est comme... C'est ça. Est-ce que c'est parce que c'est le camp ou est-ce que c'est parce que c'est pas le camp? C'est difficile. Je trouve ça difficile. Oui, c'est... Cri du cœur! Ben, c'est normal, c'est parce on cherche des poignées, du concret, puis c'est une zone de flottement, le camp d'entraînement. Oui, c'est ça. Ouais, puis c'est pas évident, j'imagine, pour l'entraîneur, puis pour l'état-major aussi, de tirer des conclusions de tout ça, parce que d'une part, tu essaies de voir la progression individuelle de chaque joueur, des jeunes qui pourraient cogner à la porte, mais aussi... Il y a une préoccupation de mettre sur pied une structure d'équipe, une façon de jouer. Le Canadien a la chance de ne pas partir de zéro. Martin Saint-Louis, tous ses joueurs connaissent très bien ses concepts, sa façon de faire, puis il a pu attaquer ce camp d'entraînement-là en accent davantage sur les détails plutôt que sur les grands principes. Mais
c'est ça. Outre les considérations individuelles, il faut qu'il s'assure que systématiquement l'équipe soit prête. Il n'y aura pas trop des 10 jours qui suivent là, pour y arriver. Oh no! Bon, je disais d'entrée de jeu qu'on allait parler de choses vraiment sérieuses. C'est là. Prenez vos airs sérieux. C'est Martin, c'est toi qui as apporté ça à mon attention. Moi, je n'avais pas vu ça. Ça concerne le journaliste Mark Lazarus, sommité dans le domaine du hockey aux États-Unis, qui décide d'aller poser des questions du côté des Hurricanes, des Golden Knights de Vegas aussi, parce que ce sont deux équipes qu'on entend être peut-être intéressées à un ou des joueurs là, qui étaient impliqués là, dans le procès de l'affaire du scandale sexuel de Hockey Canada. Puis Lazarus est allé en Caroline. On a répondu à ces questions. Comme dans un pays, là. Dans un pays normal. Dans un pays normal. Mais à Vegas, non, on n'était pas dans un pays normal. Quoique, ils étaient aussi dans un pays qui est de moins en moins normal. Mais c'est ça, c'était à géométrie variable, visiblement. Puis je badine souvent en disant, on parle pas... ici, c'est un espace où est-ce qu'on essaie de pas trop parler de ce pays-là qui va... Enfin... on fait un petit détour là parce que veut pas c'est une autre démonstration mais qui concerne le monde du hockey où est-ce que on muselle ou on dit non, pas de question pour ça, toi dans le coin, puis il faudrait surtout pas que ça fasse des petits. Moi, ça a attiré mon attention parce que on dit toujours que le monde du sport, c'est pas une bulle qui vit en marge qui flotte en marge de la société. Ce qui se passe dans le monde du sport est le reflet de ce qui se passe dans la société. Puis bon, Lazarus, qui est basé à Chicago, est allé en Caroline et l'article qu'il préparait, c'était, bon, il y a des gars qui ont été acquittés dans le cadre du procès du scandale, de l'affaire du scandale de Hockey Canada, qui ont obtenu le droit par la Ligue nationale de réintégrer les rangs de la Ligue. Comment ces gars-là vont être accueillis? Comment vous allez gérer ça? Comment vous allez gérer ça quand ils vont arriver? Comment vous allez les accueillir dans le vestiaire? Ce sont des questions très légitimes. En Caroline, Rod Brindamour a répondu à ça en disant, écoutez, nous autres, dans notre organisation, quand on accueille quelqu'un, c'est comme si c'était un membre de la famille, puis on va, si on fait l'acquisition d'un de ces joueurs-là, on va l'accueillir. Puis Mark Stahl a répondu... Jordan Stahl a répondu dans le même sens. Et quand il est allé à Vegas pour poser ces questions-là, on lui a refusé l'accès à l'entraîneur Bruce Cassidy pour répondre à ces questions-là. Il a été dans le vestiaire pour questionner Noah Hanifin, qui était un des joueurs rendus disponibles, un des 2 vétérans rendus disponibles pour les journalistes cette journée-là. Hanifin a répondu aux questions et un peu plus tard, alors que le point de presse de l'entraîneur commençait, il y a un représentant de l'organisation qui est venu prendre Lazarus par le bras et qui l'a expulsé, ni plus ni moins, du complexe d'entraînement. Et on lui a retiré son accréditation pour le match du soir parce que, semble-t-il, selon ce que rapporte Lazarus, on lui a reproché d'avoir tendu une embuscade à Noah Hanifin pour le questionner sur ce sujet-là, comme si on n'avait pas... Comme si c'était une embuscade de poser des questions. Et je trouve ça... Il y a une association des journalistes qui couvrent le hockey. Là, moi, j'espère qu'il va y avoir une protestation forte qui va être faite de ce côté-là et j'espère que le commissaire de la Ligue nationale va intervenir auprès des Golden Knights. Tu ne peux pas commencer à chasser des journalistes ou à leur retirer leur accréditation parce que tu n'aimes pas les questions qu'ils posent. Et cette affaire-là, le procès des 5 co-accusés là, qui ont été acquittés, c'est le plus grand scandale de l'histoire du sport au Canada. Ces gars-là vont être embauchés par des équipes éventuellement. Ça va défrayer la manchette, puis les gens vont poser des questions là-dessus. Le commissaire lui-même a été questionné à ce sujet-là plusieurs fois. Bill Daly a répondu à des questions à ce sujet-là. Donc, c'est pas un sujet... D'abord, même que ce soit délicat ou pas, les journalistes ont le droit de poser les questions qu'ils veulent. Et il faut que les Golden Knights soient rappelés à l'ordre. Et
Donc, c'est ça. Et tout ça survient dans le contexte où tout le monde a vu ça. La semaine dernière, Jimmy Kimmel, son show de fin de soirée, son talk show de fin de soirée a été suspendu pendant quelques temps. Il a réintégré les ondes mardi cette semaine. Il y a le show de Stephen Colbert aussi qui a été qui est annulé. Annulé à partir du mois de mai prochain pour des raisons politiques aussi. Alors, c'est dans ce contexte-là que ça survient à Vegas. Puis il y a eu une réponse extrêmement forte. Ça a suscité un débat de société important qui est toujours là aux États-Unis sur la liberté d'expression, qui est un droit fondamental dans une société démocratique. Le jour où tu n'as plus le droit de t'exprimer comme tu le souhaites, tu vis dans une dictature, là. Alors, c'est pas parce que l'exemple qu'on donne survient dans le monde du sport qui est anodin. Si on permet que ça arrive là, ça va arriver à des journalistes qui couvrent qui couvrent d'autres sujets. D'ailleurs, ceux qui couvrent la Maison-Blanche sont attaqués constamment par l'administration de Donald Trump. Alors, il ne faut pas que ça se passe dans la Ligue nationale et j'espère qu'il va y avoir une réaction. Ben, c'est ça. Y aura-t-il réaction? À suivre. Pardon. Parce que c'est une absence de réaction serait lourde de sens. Ouais. Alors, on va garder un œil et une oreille là-dessus. Bon, ben c'est ça qui est ça. Semaine numéro 2 du camp. Après ça, il reste encore 2 semaines avant le début de la saison. Qu'est-ce qu'on va faire la 3e semaine? On va trouver. Le Canadien, en général, donne amplement de matériel au fil des matchs et au fil des jours. Après 7 ans, soudainement, je suis insécure. Après, on a fait des épisodes pendant la pandémie, toutes les semaines. Depuis qu'on a réussi à survivre à la pandémie, à trouver des sujets toutes les semaines, moi, je suis absolument pas inquiet par rapport au contenu. Une heure minimum par show. Moi, pendant la pandémie, j'ai écrit un feature sur Shell Dallin, fait qu'on était rendu là. Il fallait être créatif. Ouais. Est-ce qu'il y aura des coupures? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des coupures après le match de samedi? Ben, c'est possible. Écoute, il devrait y avoir une première... De manière générale, le camp du Rocket de Laval commence au moment où le Canadien quitte pour Québec en vue de son match le 30 septembre contre les Sénateurs d'Ottawa. Ils font coïncider le tout, donc il va y avoir une vague de coupures à ce moment-là. Est-ce que ça va avoir lieu samedi après le match, dimanche, lundi, on verra bien, c'est ça. Mais oui, on approche du moment où... il va y avoir des coupures. Il y a des gars qui n'ont pas encore joué de match puis qui devraient être coupés. Il y a certains gars qui sont dans cette situation-là. Mais je pense que le Canadien a intérêt à réduire son groupe le plus possible puis se concentrer sur ceux qui ont une chance légitime de commencer la saison à Montréal. Ouais. Puis peut-être essayer 2-3 affaires là, pendant que c'est le temps. Mais ça aussi, on verra. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Hein? Oui. Fait que vas-y, là. Vas-y couvrir le hockey. Merci infiniment, Marc-Antoine. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment, Martin. Un grand plaisir de passer un moment avec vous ce matin. Ça, on peut se fier là-dessus. Ça, c'est pas comme en limbo. C'est du concret. Le plaisir de vous retrouver, ça, c'est une certitude. C'est voilà. Exact. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.